Je vais bientôt déménager, je dois quitter mon appart là. Mais franchement, j'ai trop le seum, je me suis fait avoir. Pourquoi? Bah tu sais, je suis dans un meublé, donc normalement c'est 1 mois de préavis. Ok. Dans mon contrat, il y a écrit 3 mois de préavis. Et j'ai évidemment pas capté quand j'ai signé. Ah merde. Je suppose que comme t'as signé 3 mois dans ton contrat, bah maintenant c'est ça qui s'applique. Et non, le préavis pour résilier un bail meublé, c'est 1 mois. Ça c'est l'article 25-8 d'une loi de 1989. Mais l'article 25-3 de cette loi dit que tous les textes qui sont dans le chapitre, dans lequel il y a l'article qui dit ce sera 1 mois, sont d'ordre public. Et en gros, quand on dit d'un texte qu'il est d'ordre public, ça veut dire qu'on peut pas écarter l'application de ce texte par un contrat. Parce qu'en gros, son application est obligatoire, grosso modo dans tous les cas. Donc si tu es dans un logement meublé, que tu veux déménager, mais que sur ton contrat, sur ton bail, il y a écrit que le délai de préavis c'est 3 mois, comme le délai de préavis d'1 mois est d'ordre public, c'est ce délai-là d'1 mois qui doit s'appliquer. Donc quand tu envoies ta lettre de préavis, tu auras juste à mentionner que le délai de préavis qui court, il est d'1 mois. Pas besoin de faire d'autre chose de particulier en théorie, sachant que si t'es dans cette situation-là et que t'es pas hyper à l'aise ou que t'as des difficultés à écrire ta lettre, sur le site servicepublic.fr, il y a un modèle de lettre. En gros, tu remplis juste tes informations dans des cases et la lettre se fait automatiquement en incluant justement dans la lettre une petite phrase qui dit que comme c'est un bail meublé, c'est 1 mois de préavis, même si les dispositions du contrat prévoient autre chose. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin, franchement, il est vraiment bien. Je suis très content que le logement vous plaise. J'ai juste besoin d'une signature sur ces documents. Oui, vraiment, je l'adore. Je vois une dernière feuille, attendez. Un mandat de prélèvement pardon, mais pourquoi il y a un mandat de prélèvement dans les papiers à signer pour l'appartement? Ah oui, en fait, on a eu quelques soucis avec d'autres locataires, donc maintenant, pour le paiement du loyer, on prélève sur le salaire directement. Bah, vous auriez pas pu me prévenir avant. Bon, ça me paraissait pas vraiment nécessaire, mais... Non, parce que là, on dirait que vous essayez de me rouler, hein. C'est pas très honnête comme démarche, ça. Non, mais écoutez, ça sert à rien de vous énerver. De toute façon, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Je trouve ça un peu abusé de mettre le mandat de prélèvement déjà pré-rempli au milieu de tous les papiers à signer. Comme ça, si je fais pas attention, en fait, je le signe. Si vous voulez l'appartement, il faudra signer l'autorisation de prélèvement. Et si vous n'êtes pas d'accord pour que le loyer soit prélevé sur le salaire tous les mois, on arrête tout, hein, puis moi j'irai chercher un autre locataire. Le propriétaire n'a pas le droit de prélever le loyer sur ton salaire, même si tu es d'accord. C'est un mode de paiement du loyer qui est interdit par la loi, donc même si c'est prévu dans le contrat de bail ou que toi ça ne te dérange pas, ce n'est pas possible. Ça c'est dû au fait qu'une telle clause dans le contrat de bail elle est réputée non écrite, donc on va faire comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas le seul mode de paiement du loyer qui est encadré par la loi. Oui, pour le paiement du loyer, ce sera en espèces. Donc vous voulez que je vous donne 800 € en cash tous les mois? Oui, je préfère, c'est plus pratique pour moi. Mais vraiment pas d'inquiétude, hein, c'est totalement légal de payer son loyer en espèces. Il est totalement possible de payer ton loyer en espèces du moment que le montant est inférieur à 1000 €. C'est aussi possible de payer ton loyer par chèque ou par titre interbancaire de paiement ou de faire prélever le loyer sur ton compte bancaire si tu es d'accord. Par contre, pour le prélèvement du loyer sur le compte bancaire, le propriétaire n'a absolument pas le droit de t'imposer ce mode de paiement. Donc s'il te le propose, tu as le droit de refuser. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. L'appartement vous plaît? Oui, il est parfait, c'est exactement ce que je cherche. Super, bon bah moi j'ai lu votre dossier et si vous voulez le louer, c'est parfait pour moi. Bah écoutez, génial, oui je vous le prends. Juste un dernier petit détail, on a eu quelques soucis avec les précédents locataires, donc maintenant on veut prendre nos précautions. D'accord? C'est-à-dire, on a une condition pour louer cet appartement qui est au niveau du paiement du loyer. D'accord? On fera prélever le loyer sur votre salaire. Ah, je savais même pas que c'était possible. Ah si, pour le paiement du loyer on peut s'arranger comme on veut, du moment que vous et moi on est d'accord. Le droit donne la liste des moyens de paiement qui sont autorisés pour pouvoir payer le loyer, mais aussi de ceux qui sont interdits. Pour le loyer, le paiement ça se fera par type, donc par titre interbancaire de paiement. Pour le loyer, le paiement ce sera par chèque. Pour le paiement du loyer, ce sera des espèces. Il est possible de payer le loyer en espèces si le montant est inférieur à 1000 €. Pour le loyer, le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte bancaire. Je peux pas plutôt vous faire un virement chaque mois ou... Non, c'est prélèvement automatique ou rien. Si vous voulez l'appartement, c'est pas négociable. Il est possible de prélever le loyer sur ton compte bancaire, mais uniquement si tu es d'accord. Le propriétaire n'a donc pas le droit de t'imposer ce mode de paiement. Pour le paiement du loyer, on fera un prélèvement sur votre salaire. Le propriétaire n'a pas le droit de prélever ton loyer sur ton salaire, et ça même si tu es d'accord. C'est un mode de paiement du loyer qui est interdit, même s'il est prévu dans le bail. Ça c'est dû au fait qu'une telle clause est réputée non écrite, donc on fera comme si elle n'a jamais existé. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Alors, elle est où cette fuite? Elle est dans la salle de bain. Mais vous fumez dans l'appartement? Non. Non mais vous foutez pas de moi, ça pue la cigarette. Non, mais c'est exceptionnel, Non mais je m'en fous que ce soit exceptionnel, vous savez très bien que c'est interdit. En plus c'est écrit dans le bail. Je sais, je suis vraiment désolée. Mais ça sert à rien d'être désolé, vous savez très bien que cet appartement, je le reloue en 1 semaine si je veux. Donc vu que vous ne respectez pas le bail, vous savez quoi? Je vais le rompre et je vais aller chercher un autre locataire qui au moins saura respecter mes règles. Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire de fumer dans le logement. Et même s'il met cette interdiction dans le bail, tu auras toujours le droit de fumer parce que cette clause est considérée comme abusive. Donc on fait comme si elle n'avait jamais existé. Vous savez très bien que c'est interdit. En plus c'est écrit dans le bail. Effectivement, c'est écrit dans le bail, mais comme c'est une clause abusive, on considère qu'elle n'a jamais été écrite. Vous pouvez donc essayer de l'utiliser pour rompre mon bail, mais devant un juge, ça tiendra jamais. Non mais pas de problème pour le bail, mais mon appartement quand je vous l'ai donné, il était nickel. Et vous savez très bien que la clope ça laisse des traces. Donc vous savez quoi, ce qui va se passer, c'est que je vais garder l'intégralité de la caution.
Si le fait de fumer dans le logement entraîne des dégradations, comme un jaunissement des murs ou des trous dans une moquette, le propriétaire pourra retenir le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution, quand tu quitteras le logement. Par contre, ton propriétaire ne peut jamais retenir le montant qu'il veut sur le dépôt de garantie. Il doit toujours te fournir les justificatifs qui expliquent pourquoi il garde telle somme. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Ça tombe bien que je vous croise, je voulais vous prévenir que je vais quitter l'appartement. Ah, bon bah d'accord. Par contre, il faudra qu'on s'arrange pour que je puisse faire des visites, hein. Oui, bien sûr. Par contre, j'ai vu qu'il y avait écrit 3 mois de préavis sur le contrat de bail. Oui, et alors? Bah comme c'est un meublé, c'est pas 1 mois de préavis normalement? Si, mais comme vous avez signé votre contrat, vous avez accepté 3 mois. Et y a vraiment pas moyen de réduire le préavis, parce que ça m'arrange pas du tout le délai de 3 mois. Ah non, vous n'allez pas commencer à tout changer comme ça. La prochaine fois, vous lirez mieux votre contrat. Il y a écrit 3 mois de préavis, donc vous allez faire 3 mois. Et c'est pas négociable. Le préavis pour résilier un bail meublé, c'est 1 mois. Et le texte juridique qui prévoit cette règle est d'ordre public. Ce que ça veut dire, c'est que cette règle ne peut pas être écartée par un contrat et que son application est obligatoire pour tout le monde. Donc même si tu as signé un bail qui prévoit 3 mois de préavis, c'est le délai prévu par la loi de 1 mois qui s'applique. Écoutez, la loi dit que c'est 1 mois, donc je partirai dans 1 mois. Et je vous préviens, je ne paierai pas 2 mois de loyer en plus. Bah écoutez, si vous payez pas les 3 mois de préavis, comme prévu par le contrat que vous avez signé, je vous attaquerai en justice pour récupérer les loyers, hein. Quand un contrat est contraire à des règles qui sont d'ordre public, le juge ne peut pas donner raison au contrat, il est obligé d'appliquer la loi. Donc si ton propriétaire va en justice pour forcer l'application du contrat, il ne pourra pas gagner, car le juge ne pourra pas te forcer à payer 3 mois de préavis, puisqu'une règle d'ordre public prévoit que le délai de préavis pour quitter un meublé, c'est 1 mois. Pour mieux te protéger et ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Vous pensez qu'on sera payé vers quel jour le mois prochain? Bah en début de mois, comme d'habitude. Ah bah non, c'est pas comme d'habitude, on sait jamais quand on va être payé. Oh, commencez pas, hein. Non mais j'abuse pas, c'est vrai. Un coup c'est en fin de mois, le mois d'après c'est en début de mois, et parfois c'est même en plein milieu, genre le 10 ou le 15. Et alors, c'est quoi le problème? Mais vous plaisantez, j'espère. Le problème c'est que quand tout le loyer et les autres charges elles tombent, c'est impossible à gérer. Je prends des frais bancaires moi après, hein. J'en ai une tonne à cause de ça. Non mais écoutez, on peut pas gérer vos finances à votre place non plus. En ce moment on a une comptable en moins, donc on fait comme on peut. Mais c'est pas mon problème, faites autrement s'il vous plaît. C'est pas normal de pas être payé au même moment chaque mois. Ah bah si, y a aucun problème là-dessus par contre. La loi ne nous oblige pas du tout à vous payer le même jour chaque mois. Donc du moment qu'on vous donne votre paye pour chaque mois de travail, vous n'avez rien à dire. Bah écoutez, on va voir ça. Oui Inès, je suis avec ma boss là. T'es en parleur? Ouais, dis-moi. Elle dit que la loi l'oblige pas à me payer le même jour tous les mois. Ouais, bah pour le coup elle a raison, la loi n'impose pas à l'employeur de te payer à une date précise. Mais du coup elle a le droit de me payer quand elle veut. Ah non, par contre pas du tout. Tu dois être payé à la même période une fois par mois. Donc elle a pas le droit de me payer une fois en début de mois, genre le 2, après en fin de mois, genre le 31, et le mois d'après ou 2 mois après, le 15. Absolument pas, c'est pas légal. Donc ça veut dire qu'il me paye en retard tous les mois. Donc dans ce cas-là, il se passe quoi? Bah déjà en cas de retard de paiement sur ton salaire, il risque une amende de 2250 €. Et il faut combien de retard pour qu'ils prennent l'amende? Ah bah une seule paye en retard, ça suffit pour que tu puisses porter plainte. Et ensuite tu peux demander des dommages et intérêts en justice si à cause des retards de salaire t'as pris des agios par ta banque par exemple. Bon, vous avez gagné, on vous paiera toujours en début de mois maintenant, ok? Et pour mieux te protéger, ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Merci beaucoup de m'avoir aidé à gérer la petite urgence hier soir. D'ailleurs, je voulais vous en parler, ça arrive assez souvent que vous m'appeliez vers 21 h quand même. Oui, on a beaucoup d'activités en ce moment, mais c'est une super nouvelle, c'est que les affaires marchent bien. Oui, enfin je suis censée finir à 18 h, donc oh ça va, répondre à 2-3 mails le soir, ça va pas vous tuer. Et puis vous êtes jeune, vous avez plein d'énergie. J'essaye surtout d'avoir une vie à côté du travail, ce qui n'est pas vraiment possible vu que plusieurs fois par semaine, je dois travailler après mes horaires de bureau. Donc ce serait bien de trouver une solution, peut-être de recruter. Ah non, mais ça n'arrivera pas. Et si j'arrête de le faire, il se passe quoi? Ah bah je vous licencie. Donc recruter quelqu'un, ça vous dérange, mais me faire du travail dissimulé, là y a pas de problème. Tout de suite les grands mots. Pour information, le travail dissimulé, c'est pas ça. Et puis si la situation vous convient pas, et bah c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, c'est pas comme ça. Je vous préviens, si ça continue, je demanderai 6 mois de salaire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bah si, je fais du travail dissimulé, donc j'aurai le droit de réclamer 6 mois de salaire quand je quitterai l'entreprise. Le travail dissimulé, en gros, c'est quand un employeur te fait travailler sans le déclarer officiellement. Donc si tu es forcé de répondre à des mails, au téléphone, à des SMS, ou d'effectuer des tâches en dehors de tes horaires de travail, c'est du travail qui n'est pas comptabilisé ni rémunéré. Et par exemple, ton employeur ne paye pas de cotisation sociale dessus. C'est donc bien du travail dissimulé. Si ça t'arrive, quand ton contrat de travail prendra fin, tu pourras saisir le conseil des prud'hommes et réclamer une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. Et quand on dit de quelque chose qu'il est forfaitaire, ça voudra dire que même si tu vas devant le juge ne pourra pas décider d'aller en dessous de ce montant. Donc ici, en dessous de ces 6 mois de salaire qui sont prévus par la loi. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut lui? Allô? Oui Inès, désolée de te déranger. Je sais que t'es en arrêt maladie, mais là on a un gros problème au boulot, on a vraiment besoin de toi. Ça prendra que 5 minutes, hein. Non mais là ça va pas être possible, j'ai la grippe, je suis au bout du rouleau. Non mais je sais, mais promis c'est pas long, on a vraiment juste besoin que tu viennes cet après-midi.
Attendez, 2 minutes, je vous rappelle. Inès, je t'ai vu secouer la tête. J'y vais pas, c'est ça? En vrai, ils sont hyper sympas, je les aime bien. Non mais ok, mais ça change rien, hein. Toi, tu prends trop de risques à aller travailler en arrêt. Comment ça, je prends des risques? Bah déjà, ton employeur n'a absolument pas le droit de te demander de venir pendant, mais bon, ça, voilà. Mais surtout, toi aussi, t'as l'interdiction de travailler pendant un arrêt. Mais je comprends pas si moi je suis d'accord, c'est quoi le risque? De devoir rembourser les indemnités que la sécurité sociale, elle t'a versées. S'ils apprennent que t'as travaillé pendant ton arrêt, ils peuvent te réclamer l'argent qu'ils te donnent, hein. Ah d'accord. Bah attends, vas-y, je le rappelle, je mets le haut-parleur. Oui, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir venir vous aider. Je viens d'apprendre qu'il y avait des risques de mon côté si jamais je venais travailler pendant mon arrêt, donc Bon bah écoutez, je vois qu'on peut pas compter sur vous. C'est dommage, hein, jusqu'ici, nous on aimait bien travailler avec vous, mais bon, on devait justement se séparer de quelques personnes. Donc si vous venez pas aujourd'hui, ça va faciliter notre décision, hein. Ah, coupe, je vous rappelle. Et du coup, maintenant, je fais quoi? Tu leur dis que si ils te forcent à travailler, c'est du travail dissimulé, et que dans ce cas-là, quand tu partiras de la boîte, tu pourras demander l'indemnité forfaitaire de 6 mois. Je comprends pas ce que ça veut dire. En gros, si l'employeur fait du travail dissimulé, quand le contrat de travail est rompu, le salarié peut aller devant le juge, donc les prud'hommes, pour réclamer 6 mois de salaire. Et ça, c'est peu importe l'ancienneté d'ailleurs. Et comme faire travailler un salarié en arrêt maladie, c'est du travail dissimulé, ici ça pourra fonctionner. Et pour te protéger juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.